Ice dehors exige ses habitants de Minneapolis. Le froid glacial n'a pas découragé les manifestants, opposés aux raids brutaux de la police de l'immigration. Ils kidnappent les enfants dans les écoles, aux arrêts de bus, dans leurs maisons, dans leurs classes. Ils ne sont pas en sécurité à l'école. On a dû en fermer certaines, car les enfants sont menacés par le gouvernement fédéral. Dans les esprits, Liam Conejo Ramos, un garçon de 5 ans détenu par ICE depuis mardi. Cette photo, devenue virale, montre l'enfant coiffé d'un bonnet à oreilles de lapin et entouré d'une silhouette noire. Face à l'indignation, le chef de ICE apporte une justification bien maladroite. Il se trouve avec son père, lui aussi arrêté. Ils ne sont pas séparés. Cet enfant est dans la configuration la moins restrictive. Depuis l'assassinat de René Nicole Good par un agent de ICE le 7 janvier, des manifestations se déroulent tous les jours à Minneapolis et les critiques contre la police de l'immigration dépassent à présent les frontières. Le chef de l'ONU pour les droits de l'homme déclare que de nombreuses politiques migratoires appliquées aux États-Unis débouchent sur des arrestations et des détentions arbitraires et illégales et sur des expulsions erronées. À Minneapolis, des commerces et restaurants sont restés fermés toute la journée en soutien au mouvement. Le Minnesota a déposé un recours en justice pour mettre fin à l'opération de ICE. Il doit être examiné ce lundi. Et nous prolongeons notre réflexion avec notre invité, Tristan Cabello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'Université Johns Hopkins dans le Maryland. C'est au nord de Washington, D.C., pour que l'on situe un peu mieux. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui va paraître très prochainement, La victoire de Zohran Mamdani à New York. Ce n'est pas de New York dont nous allons parler. Nous allons continuer de parler de ce qui se passe à Minneapolis, bien que l'on voit que ça s'égrène partout dans le pays. Ce mouvement de Minneapolis ne s'essouffle pas. Qu'importe le froid, on l'a vu, qui s'abat sur le pays. Comment vous analysez, vous, ce rapport de force qui s'installe entre ces manifestants et cette police anti-immigration ? Oui, alors le mot d'ordre en ce moment aux États-Unis de ces activistes anti-ICE, c'est vous avez les armes, nous avons des sifflets. Alors pourquoi ? Parce que ces activistes distribuent des sifflets un peu partout dans les quartiers où ils travaillent aux habitants pour pouvoir prévenir d'éventuelles descentes d'ICE, des arrestations d'ICE. Alors un coup de sifflet, c'est il y a ICE dans le quartier, 3 coups, c'est il y a des arrestations. Alors moi ce que je veux vraiment souligner là, c'est à quel point ce mouvement il est non violent. Alors on le voit bien, non seulement ils utilisent des sifflets, mais en plus ils sortent dans la rue avec des ressentis de moins 40 en ce moment aux États-Unis. C'est un mouvement qui est profondément non violent, qui s'oppose à cette police ICE qui démantèle, qui déconstruit des quartiers entiers aux États-Unis. Les gens en ont vraiment peur, mais la réponse en face, elle est finalement assez douce. Ce sont des manifestations et ce sont des oppositions qui sont non violente. Alors que face à eux, on a là un niveau de violence physique perpétrée par la police de l'immigration qui est de l'ordre du jamais vu aux États-Unis dans l'actualité récente. On a l'impression, ce n'est pas qu'une impression, que cette police avance en toute impunité. Oui, alors oui et non, c'est-à-dire que cette police, elle existe depuis très longtemps aux États-Unis, hein. Il faut savoir qu'elle a été vraiment bureaucratisée et on lui a donné beaucoup de force sous Barack Obama. Barack Obama est vraiment la personne qui a institutionnalisé ICE. Et puis il faut rappeler que Barack Obama a déporté, expulsé beaucoup plus de sans-papiers finalement que Trump, même sous ces deux termes en fait, hein, même sous ces deux mandats. Donc c'est une violence vraiment qui est énorme, une violence physique, une violence psychologique. Et moi je crois que... Mais elle est visible, on ne la voyait pas autant. En tous Oui, les voilà, cas. c'est ça. C'est ça qui a bougé. C'est sans phare. C'est-à-dire que maintenant, elle fait partie des médias. On la voit sur toutes les chaînes. Et puis, il faut bien dire que Donald Trump, J.D. Vance aussi encourage un peu à cette violence. C'est-à-dire ne la condamne pas. Je me permets de citer d'ailleurs un influent conseiller de la Maison Blanche, Stephen Miller, qui a dit « Agent d'ICE, vous avez l'immunité pour remplir votre mission ». Donc voilà. C'est ça. Et donc cette violence, on mesure très mal les conséquences à long et à court terme. On vient de parler du petit enfant de 5 ans, hein, Liam Ramos. Liam Ramos, c'est un habitant des États-Unis qui, à 5 ans, sait déjà qu'il peut être la cible de son propre pays, de son propre
État. Alors ça, bien sûr, on imagine les conséquences psychologiques, mais ça va aussi avoir des conséquences politiques sur le court et sur le long terme. Je veux dire, cette détresse psychologique, elle sera mobilisable par des organisations peut-être violentes, on ne sait pas, mais elle sera aussi peut-être mobilisable par des organisations de justice sociale, de justice civique. Donc on ne sait pas vraiment quelles vont être les conséquences de cette violence. En tout cas, il y en aura, et il y en aura très certainement sur le long terme aux États-Unis. On a pu entendre dire qu'il y avait eu pas mal de licenciements au sein d'ICE. Le personnel a été renouvelé. Il y a ce patron d'ICE, Grégory Borvino, c'est ça, je Mhm. son nom m'échappe, Ouais. Bovino, qui était garde-frontière, qui a gravi les échelons assez rapidement. Est-ce que Donald Trump, malgré tout, s'est emparé de cette institution, de cette organisation, pour en faire une voilà, pour en faire un bras armé? On sait qu'on a beaucoup parlé des Proud Boys qui l'ont servi Oui, à une oui, oui. époque. Est-ce que là, aujourd'hui, il est en train d'utiliser ça à son service? Ouais, c'est-à-dire que le but là n'est pas tellement finalement d'arrêter des gens qui sont sans papier. On voit que finalement les expulsions sous le mandat de Trump, elles sont pas aussi hautes, comme je le rappelais au début de l'interview, que sous Obama. Le but, c'est de créer la peur. Et se décréer de la peur vraiment pour un peu tout le monde finalement. Créer de la peur pour ces activistes. Alors en général des activistes plutôt de gauche, plutôt affiliés avec le parti démocrate. René Good en est un exemple, cette mère qui a été assassinée parce qu'elle s'opposait, là encore de manière non violente, à ICE. Donc tout ça crée un sentiment de terreur, un sentiment de peur, un sentiment d'angoisse qui fait que les gens ont peur de parler et ont aussi peur de manifester, parce que là, on le voit, il y a beaucoup de monde. Moi, je crois que si les gens n'avaient pas aussi peur, il y aurait encore plus de monde, et dans beaucoup d'autres villes aux États-Unis. Oui, en même temps, ça pourrait desservir aussi Donald Trump, parce qu'il y a cette échéance de mi-mandat qui va arriver extrêmement rapidement cet automne. Or, les images sont peut-être en train de le desservir. On voit que le soutien de la population à ICE est en train de faiblir. Il va pas aimer ça. Oui, alors bien évidemment, et c'est même d'ailleurs dans les rangs trumpistes, hein. On voit que chez les trumpistes, ils ont voté en effet pour un contrôle plus régulier de l'immigration, mais ils ne veulent pas qu'on renvoie des enfants innocents dans leur pays ou qu'on arrête des enfants innocents dans leur pays. Le but, c'était de renvoyer les gens qui avaient commis des crimes et qui étaient sans papier. Et ça, une majorité d'Américains, même dans le camp démocrate d'ailleurs, sont d'accord avec cette mesure-là. Là, on voit que c'est pas du tout ce qui se passe. On arrête des enfants. Le petit Liam, là, sort de la maternelle. Donc on arrête des gens qui sont complètement innocents, des petits-enfants. Et c'est pas pour ça que les Américains, même les Trumpistes, ont voté. Et qui sont en plus potentiellement instrumentalisés pour obtenir les parents. C'est ce qui est en train, Ouais. c'est ce qui doit être éclairci dans cette histoire avec ce petit garçon en particulier. Vous nous parlez de cette réponse pacifique en face des manifestants. Est-ce que malgré tout, on ne peut pas assister, vous l'évoquiez quand même, à une radicalisation de la société face à des méthodes très, très brutales? Oui, alors ce que l'on peut dire, c'est que vraiment l'Amérique activiste se réveille aux États-Unis. Alors c'est une Amérique qu'on voit pas beaucoup sur les écrans de télévision, et d'ailleurs tant mieux, parce qu'il faut les protéger, mais on voit que des gens s'organisent, on voit des démonstrations. Vous savez, on n'est pas dans un pays où on manifeste facilement aux États-Unis, c'est pas la France, on descend pas dans la rue pour exprimer ses opinions politiques, c'est quand même assez rare de voir ce qu'on voit en ce moment. Donc il y a une Amérique activiste qui se réveille, une Amérique démocrate aussi qui se réveille, une Amérique de gauche, une Amérique qui s'oppose à Donald Trump. Et ça, voilà, ça ne donne pas des nouvelles très positives pour les midterms qui vont arriver très prochainement au mois de novembre pour Donald Trump. Je vais citer un éditorial du Minnesota Star Tribune qui date de mi-janvier. Le Minnesota est en état de siège, cela ne peut pas durer. Les bataillons d'agents fédéraux armés sillonnant les quartiers, les centres commerciaux et les parkings ou se postant près des églises, des mosquées, des écoles, on se croirait en pleine occupation militaire. Est-ce que vous le ressentez, puisque vous habitez aux États-Unis, une ambiance de guerre civile qui commence à apparaître? Alors de guerre civile, je crois pas, mais en tout cas, il y a une grande tension, il y a un grand chaos, il y a une grande incompréhension, mais fondamentalement, je crois que la majeure partie des Américains
est contre ce que l'on voit en ce moment. Il ne faut pas oublier que les Trumpistes, on les voit beaucoup à la télévision, on les voit beaucoup dans les journaux, bien évidemment, mais ils représentent finalement 12 à 13% des Américains. Donc on a quand même une majorité d'Américains qui est contre ce que l'on voit en ce moment. Ça ne veut pas dire que la réponse à cela, elle est organisée. On voit que le Parti démocrate est assez finalement silencieux sur la question. Il y a vraiment deux ailes dans le Parti démocrate. Il y a cette aile un peu centriste, disons l'aile de Joe Biden, Kamala Harris, qui elle veut réformer ICE. Qui veut voilà, plus de formation, plus d'entraînement, des formations de sensibilisation des policiers. Puis on a une aile de gauche, alors que Zoran Mamdani, par exemple, le maire de New York, représente un peu, mais pas que, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, qui, eux, déplacent le débat sur le terrain politique. Eux, ils nous disent, il faut démanteler ICE, il faut arrêter cette police. Il y a des tribunaux d'immigration aux États-Unis, des tribunaux d'ailleurs qui fonctionnent relativement bien. Et il y a donc tout un système aux États-Unis qui est là pour expulser les gens si on doit les expulser, et puis pour leur donner des autorisations de séjour s'ils peuvent rester. Donc cette police, vraiment, on voit qu'elle crée beaucoup de peur, mais en fait, au niveau des expulsions, on voit que ça fonctionne finalement moyennement. Cette résistance, elle se fait sur le terrain, enfin sur le terrain avec ces mobilisations, sur le terrain judiciaire aussi. C'est un contre-pouvoir qui fonctionne bien depuis plusieurs mois, depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence. C'est vrai, mais le terrain judiciaire, il est très long aux États-Unis. Vous le savez, les tribunaux sont engorgés. Dès qu'il y a une petite décision à prendre, il faut quand même bien le dire, ça prend des mois. Là, on voit que cette semaine ou dans les prochaines semaines, la Cour suprême devrait finalement donner son avis, son opinion sur les fameux tarifs douaniers. Bon, ça fait 6 mois qu'ils sont déjà en place. Donc, ça prend beaucoup de temps. Dans le Minnesota, il y a des décisions de justice qui ont été prises très, très concrètes, là, Oui, notamment ICE, en disant vous n'avez plus le droit d'utiliser du poivre. Enfin, voilà, il y a quand même oui, des oui, mesures qui oui. peuvent être prises immédiatement. Oui, alors quelquefois ça marche et quelquefois ça ne marche pas aussi bien. Alors le pouvoir judiciaire, il y a des contre-pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le parti d'opposition qui se réveille tout doucement. On voit aussi quand même les médias qui commencent à se réveiller. C'est-à-dire c'est des médias qui veulent ne pas trop dire du mal de Trump car il est le président et puis on sait à quel point il a été assez nocif pour le monde médiatique et le monde des journalistes aux États-Unis, mais même les médias se réveillent. C'est-à-dire que même dans des médias mainstream comme CNN, comme MSNBC, des médias qui sont en général plutôt modérés, surtout CNN, on voit qu'on commence à parler que ces choses-là ne devraient pas arriver dans une démocratie comme les États-Unis. Le Minnesota fait partie de ces zones sanctuaires qui limitent la coopération des forces de l'ordre locales avec ICE. Qu'est-ce qui se passe dans le Minnesota? Qu'est-ce qui se passe avec Minneapolis? On peut parler de George Floyd, on peut parler de ces élus démocrates du Minnesota qui ont été abattus l'été dernier. Quelle étincelle allume Minneapolis et le Minnesota? Oui, le Minnesota, c'est un État très important aux États-Unis et c'est un État qui concentre finalement toutes les inégalités et toutes les tensions de l'Amérique. Plus que les grandes villes d'ailleurs, plus que New York, plus que Los Angeles, Atlanta, etc. On a dans cet État une tension entre les démocrates et les républicains. C'est un État, Minneapolis, Saint-Paul, où les démocrates sont très populaires. C'est une grande ville. Et puis, c'est entouré de zones rurales qui sont finalement très pro-républicaines. Dans ces centres urbains, les démocrates sont très populaires. Et on a aussi une diversité qui est absolument incroyable aux États-Unis dans cette ville. C'est une ville où la diversité raciale est très importante, mais c'est une ville aussi où la diversité des pays d'origine est très importante. Alors il y a une communauté somalienne qui est très représentée à Minneapolis, et c'est cette communauté qu'a choisi Donald Trump pour, il faut bien le dire, déverser une forme d'haine xénophobe. Bon, il a quand même employé des mots qui sont insupportables pour beaucoup de gens. Il a traité les Somaliens d'ordures, de déchets. Donc c'est cette communauté qui est très facile à attaquer
que Donald Trump a choisi pour ce processus de stigmatisation qu'il utilise lorsqu'il ne peut plus parler de l'économie et de son bilan qui est assez tragique finalement aux États-Unis. Il a évoqué, pour passer un cliquet, il a menacé d'invoquer l'Insurrection Act, cette loi qui permet l'usage de forces armées sur le sol américain. Ce serait effectivement un cliquet que de convoquer cette loi-là. Oui, et pourtant il ne l'a pas fait, pourtant il ne le fait pas, car on voit bien que c'est pas une insurrection. Tout est dans la définition de ce fameux mot insurrection. On en a déjà parlé beaucoup de fois sur ces plateaux, lorsque il y a eu les manifestations de Los Angeles très récemment, ou les manifestations d'ailleurs de New York. Il avait aussi déployé cette garde nationale. Beaucoup de tribunaux avaient dit très clairement, ça n'est pas légal. Tout est dans la définition de insurrection. Et là, on voit tous les experts constitutionnalistes s'accordent là-dessus. Nous ne sommes pas dans un niveau d'insurrection. Puis il faut rappeler aussi que Donald Trump, il a une vendetta un peu personnelle contre Tim Walz, qui était le colistier de Kamala Harris à la présidentielle. Qui est le gouverneur et de qui est Minnesota. le gouverneur, et qui a décidé d'ailleurs de ne pas se représenter pour un nouveau terme en disant la politique américaine est devenue beaucoup trop violente pour moi. Tristan Cabello, je vous remercie beaucoup de nous avoir livré vos réflexions sur ce qui est en train de se dérouler donc aux États-Unis, à Minneapolis. On continue de suivre cela, bien évidemment.